Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le sujet de la fraude et de la cybercriminalité. Avant de commencer, on tient à remercier vivement le groupe La Dépêche du Midi qui nous accueille chaleureusement dans ses locaux. À mes côtés, Antoine Dufour, commissaire de police à la SRPJ de Toulouse, Rémi Dodini, délégué territorial de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité et des services d'information, et enfin Elodie Balland, en charge des flux et solutions de paiement au CIC Sud-Ouest. L'objectif de ce séminaire est de vous donner un état des lieux de la fraude, de vous donner également des cas concrets, notamment avec une bande vidéo et sonore édifiante, enfin de vous donner quelques axes de stratégie, de prévention et de protection. Vous pouvez dès à présent sur la lucarne droite poser vos questions. Je vous souhaite un bon séminaire et je laisse la parole à Rémi qui va nous présenter l'état des lieux de la fraude et nous présenter un peu ce que c'est que l'ANSSI. Merci Rémi. Bonjour à tous. Donc Rémi Dodini, délégué à la sécurité numérique pour l'Occitanie. En quelques mots, l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est un service du Premier ministre, vocation interministérielle, et qui est l'autorité nationale de sécurité et de défense des systèmes d'information. On est là aujourd'hui pour parler de cybercriminalité, et je voudrais bien fixer le cadre en fait, de cette cybercriminalité, puisqu'aujourd'hui, on a affaire à une criminalité dans l'espace cyber qui est à multiples visages et qui a plusieurs objectifs, plusieurs motivations. Aujourd'hui, l'espace numérique est devenu un espace de conflit dans lequel on va retrouver des actions militarisées, des actions d'État qui sont perpétrées par des unités spécialisées ou des unités soutenues par des États. Première grande catégorie d'acteurs dans le domaine cyber. Deuxième grande catégorie, le tissu idéologique, les activistes qui souhaitent faire valoir, mettre en avant leurs propres valeurs et être présents sur la toile pour pouvoir justement occuper cet espace médiatique. Troisième grande catégorie qui va nous préoccuper plus concrètement aujourd'hui, le tissu cybercriminel et mafieux. Aujourd'hui, des groupes cybercriminels qui se diversifient, qui sont particulièrement organisés, on va y revenir après, et qui diversifient, en fait des criminels à la base, qui diversifient leur activité, au départ sur trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, et puis une diversification de portefeuille avec l'activité cybercriminelle. Quatrième grande catégorie, les hackers, les technophiles qui utilisent le cyberespace comme un moyen d'expression, pas forcément avec des actions adverses, mais qui sont en général assez proches des mouvances idéologistes et qui peuvent être également récupérés par d'autres composantes de ces cyberespaces. Les deux derniers, le vengeur pathologique, puisque le cyberespace commence dans votre entreprise également. Ça peut être un salarié, ça peut être un administrateur, ça peut être quelqu'un d'informatique, ça peut être n'importe qui est à l'intérieur du système et qui, pour des raisons personnelles, souhaite porter atteinte au système d'information et aux intérêts de l'entreprise. Et puis le dernier, le script kiddies, l'étudiant qui avait fait l'objet d'un film très intéressant dans les années 1983, War Games, le hacker à capuche au fond de son garage qui hack le Pentagone. Bien entendu, c'est l'image d'Épinal, c'est celle qu'on retient souvent en image, en perception en fait, de cette menace cyber. Et vous l'avez compris, c'est l'épaisseur du trait en matière de phénomènes et d'activités cyber. Leur motivation à ces groupes, la première motivation, c'est ce dont je parlais en préambule, c'est l'activité d'espionnage, que ce soit de l'espionnage stratégique ou de l'espionnage économique. On le sait, le cyberespace est un endroit où l'organisation en fait, des informations est potentiellement un des vecteurs de vulnérabilité et qui permet
à ces groupes d'espionnage de récupérer de l'information dans le contexte d'une guerre économique ou d'une guerre stratégique. La deuxième motivation en fait, de ces groupes, et qui préoccupe particulièrement mon agence, l'ANSSI, c'est ce qu'on appelle le prépositionnement, c'est-à-dire la capacité de groupes d'influence ou de groupes étatiques à infiltrer des systèmes d'information, à s'installer dans ces systèmes de manière dormante et à pouvoir prendre la main à un instant de manière coordonnée sur différentes entités. Et c'est exactement ce qu'on cherche à éviter quand l'agence en fait, contrôle des opérateurs qu'on appelle d'importance vitale, qui sont en charge du traitement de l'eau, du traitement, de la production d'électricité ou de tous les services qui sont vitaux pour nos concitoyens. On ne voudrait pas que, en plein hiver, toutes nos centrales soient éteintes par un acte militaire lié à un prépositionnement. Troisième grande catégorie, et on en entend beaucoup parler depuis quelques années, c'est tout ce qui va être désinformation, propagande. Cette capacité en fait, qu'ont les médias sociaux et l'espace numérique à véhiculer, à propager de fausses nouvelles et à instiller de la désinformation dans le débat public. À cet effet, le gouvernement a créé en juillet dernier une agence similaire à l'ANSSI, qui est rattachée donc elle aussi au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, une agence dédiée à la lutte contre cette désinformation, donc agence qui s'appelle Viginum. Deux autres menaces, objectifs, recherchés par ces acteurs du monde cyber, ces acteurs malveillants du monde cyber, c'est la destruction à distance ou la neutralisation, la mise hors capacité en fait, de systèmes industriels ou de systèmes d'information dans le but de porter atteinte justement à la partie adverse et à faire perdre du temps, à décrédibiliser. Ça aussi, on retrouve également des activités liées à la déstabilisation. Phénomène particulièrement important dans la perspective qui s'annonce à nous avec l'Internet des objets, les IoT. Là aussi, un sujet d'intérêt pour l'agence sur lequel beaucoup de travaux sont engagés. Et puis le dernier, mais pas des moindres, de ces objectifs, c'est l'aspect lucratif qui va nous occuper ce matin, avec le gain financier qui est recherché principalement par le crime organisé et les cybercriminels. Je préférerais les appeler les criminels cyber d'ailleurs, parce qu'ils sont criminels avant tout. Cette criminalité, elle est extrêmement efficace, il faut bien l'admettre. On a affaire à des gens qui sont particulièrement organisés, très compétents et qui se surspécialisent dans certains domaines. Là, vous avez à l'écran un schéma d'une organisation cybercriminelle dans lequel on voit apparaître certaines équipes qui sont spécialisées dans le vol de login mot de passe, d'autres qui sont spécialisées dans la pénétration de systèmes d'information, d'autres dans le blanchiment, d'autres dans le transfert de fonds. Tous ces métiers, toutes ces composantes sont bien huilées, bien organisées, très bien coordonnées et ont une efficacité particulièrement redoutable. La lutte contre cette criminalité cyber, et le commissaire Dufour nous en parlera plus longuement dans l'exposé d'aujourd'hui, la lutte contre cette criminalité nécessite des coordinations et des coopérations internationales, puisqu'en fait on a affaire à, encore là aussi, un espace cybercriminel qui n'a pas de frontières et qui est particulièrement diffus dans le monde entier. Voilà. Sur la planche suivante, une victoire qu'on souhaite partager,
celle de la lutte et de l'efficacité justement de nos forces de l'ordre et dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité vis-à-vis du groupe Emotet qui a été arrêté l'année dernière. Donc, comme vous le voyez, une coopération multinationale, une enquête très longue qui a nécessité énormément d'efforts, mais les résultats sont là et il n'y a pas de fatalité contre cette cybercriminalité. Néanmoins, une distorsion qui est apparente auprès de nos concitoyens et des entreprises entre la simultanéité et l'instantanéité en fait, des attaques cyber, la capacité qu'elles ont à se produire immédiatement, le temps de la remédiation qui va être très long, beaucoup plus long que ce qu'on peut le croire. Hein. Une attaque cyber, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour retrouver un état nominal. Et le temps de l'enquête qui est encore plus long, mais qui est nécessaire justement pour absorber toutes ces données, ces informations nécessaires à la mise en œuvre des éléments de preuve pour pouvoir lutter contre ce tissu cybercriminel. Voilà, je vais m'arrêter là sur cet aspect-là et passer la main donc, justement au commissaire Dufour sur les chiffres clés. Bonjour à tous, donc Antoine Dufour, commissaire de police à la police judiciaire de Toulouse, dans une division qui est notamment en charge de ces problématiques d'escroquerie internationale et également du risque cyber. Alors l'objectif aujourd'hui de la présentation, c'est de vous sensibiliser au premier abord sur ce risque, comme l'a rappelé Rémi Daudigny pour l'ANSSI, qui est un risque international. La France n'y échappe pas et avec un risque financier extrêmement important pour nos entreprises. Vous avez affiché quelques statistiques. On voit que le coût annuel de la cybercriminalité est estimé à 5 200 milliards par an entre 2020 et 2025, sur le coût que ça va générer en termes de protection, de risques financiers. Donc c'est un coût qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, on l'a constaté notamment avec la période de Covid, le télétravail et ces changements d'organisation au niveau des sociétés. On est en pleine croissance également des attaques cyber sur les sociétés, quel que soit le mode d'attaque. On peut parler de rançongiciel, on en parle beaucoup aujourd'hui, qui est l'un des principaux modes d'attaque qui est médiatisé et qui touche les entreprises. En réponse, les entreprises doivent aussi s'adapter, augmenter leurs dépenses ou en tout cas leur prise de conscience sur le risque cyber et comment s'en protéger, comment mettre en œuvre les moyens pour se protéger contre ce type d'attaque. Donc là encore, les dépenses cybersécurité augmentent très fortement. Au niveau français, je vous ai affiché un chiffre, alors ça reste une moyenne, hein, mais le coût moyen des incidents et des failles cyber en 2020, c'est 35 000 €. Alors évidemment, ça va être des très grosses entreprises qui peuvent avoir des attaques qui vont générer des coûts très importants en termes de blocage de fonctionnement de la société ou de rançons payées ou de tout autre type de coûts financiers pour l'entreprise. Mais ça touche également les plus petites entreprises. Et là encore, les coûts sont considérables. Est-ce qu'une petite entreprise peut supporter une attaque cyber ou une escroquerie internationale qui va générer un coût très important pour elle, au risque derrière de déposer le bilan puisqu'elle n'a pas assez de fonds, de trésorerie pour tenir le coup et arriver à repartir. Donc, en statistiques un peu plus précises, vous voyez, en 2020, le nombre de cyberattaques a été multiplié par 4. N'est pas étranger à cela le recours croissant aussi au télétravail, qui est une faille supplémentaire pour les sociétés si ce télétravail ne fait pas l'objet d'une prise de conscience en termes de sécurité des systèmes d'information. Donc là encore, cette statistique, elle est quand même assez évocatrice, que tout le monde est concerné et qu'on est face à une délinquance et une criminalité qui est croissante en la matière, avec toutes les difficultés qu'a évoquées Rémi Daudigny à l'instant sur des gens qui sont derrière leurs ordinateurs à distance, qui s'attaquent à distance à des entreprises pour essayer de leur soutirer, alors dans notre cas là, de l'argent principalement, mais en tout cas voilà, des sociétés qui sont vulnérables, que ce soit au niveau national ou international. Donc dans les statistiques toujours, et pour aller un peu rapidement là-dessus, 91% des sociétés ont déclaré avoir été victimes d'une cyberattaque. Alors c'est là encore très large, une cyberattaque, ça peut être tout simplement une tentative de phishing, ça peut être
un rançongiciel, du vol de données, où tout cela peut être corrélé, hein, évidemment. On reviendra plus précisément sur le rançongiciel, puisque c'est vraiment la thématique d'actualité en termes de menaces aujourd'hui cyber, et sur le risque que cela représente pour les sociétés. Aujourd'hui, donc cybercriminalité, c'est de vrais criminels. On est effectivement sur des structures organisées et c'est ce dont il faut prendre conscience. On n'est pas effectivement face au petit hacker qui est dans sa maison et qui va faire ça à distance, où il y a des groupes criminels organisés. Leur objectif, il reste le même, c'est soutirer de l'argent. En revanche, les moyens ont évolué. On est face à une très large diffusion de l'information. Les sociétés communiquent énormément sur Internet. Les réseaux, les systèmes d'information sont une nouvelle zone de vulnérabilité pour les sociétés. Et c'est par là que les escrocs ou les cybercriminels vont rentrer, vont essayer de capter de l'information ou tenter de s'introduire pour justement capter l'information et derrière essayer de capter un profit. Donc deux grands phénomènes criminels, ça va être un peu la structure aussi de notre présentation. D'un côté, les attaques visant les systèmes d'information et de l'autre, l'utilisation d'Internet à des fins criminelles. Alors la première, ça va être sur un volet plus cybercriminalité pour le coup. La deuxième, plus sur l'aspect escroquerie qui peut découler de l'utilisation d'Internet en mêlant soit une attaque cybercriminelle pour capter de l'info, soit tout simplement de la recherche en source ouverte par des escrocs pour récupérer l'information sur une société et lui porter ensuite atteinte au niveau financier. Aujourd'hui, la grande question pour un chef d'entreprise, c'est ça coûte très cher, tout ça. La cybercriminalité, ça va nécessairement coûter. Alors la réponse est non. Effectivement, ça génère un coût, mais il faut trouver le bon équilibre entre la taille de l'entreprise, le risque auquel elle est confrontée, sa surface d'attaque, la vulnérabilité qu'elle va présenter, et le coût que va générer une prise en compte du risque cyber ou tout simplement parfois des mécanismes qui sont gratuits à mettre en place en interne pour essayer justement de prévenir et de sensibiliser en interne contre ces risques-là. Ça, pour le coup, ça n'a pas de prix. C'est tout simplement des missions de sensibilisation et de formation interne. Merci Antoine. Est-ce que Rémi, tu peux nous donner des cas concrets de fraude ou de cybercriminalité? Oui, bien sûr, malheureusement. Comme l'a dit le commissaire Dufour, vous l'avez compris, il y a beaucoup de cas en fait, de cybercriminalité. Moi, je vais prendre un exemple assez parlant et qui illustre aussi le côté criminel de l'entreprise. Au sens où, il n'y a pas très longtemps, sur notre région, un établissement de santé a été victime d'un rançongiciel. Donc c'est un rançongiciel, c'est un virus, un logiciel malveillant qui va se propager dans votre réseau informatique et qui va bloquer ces ordinateurs, rendre inaccessibles vos données, inaccessibles tant que vous n'avez pas payé une rançon. Rançon qu'il ne faut bien entendu jamais payer, puisque d'une part on n'a aucune garantie que le paiement de cette rançon aboutisse, et on assiste à des schémas où les victimes qui payent, on leur donne un petit bout de la clé, donc ils récupèrent un petit bout de leurs données, puis on leur dit non mais il faut payer un peu plus, etc., etc. Puis sachez que si vous payez une rançon, vous rentrez dans du scoring, donc des tableaux de notation des victimes, à savoir sur le Darknet, vous pouvez trouver telle victime a bien payé, a payé en temps et en heure, ça fait 3 fois qu'on y va, etc. Donc c'est un bon score, vous pouvez y aller. Et en plus de ça, ils ne mettent pas en place de système de sécurité supplémentaire sur leur informatique. Donc cet incident, c'est celui qui est survenu sur l'établissement public de santé de Lomagne. Donc une clinique et 3 EHPAD qui ont absolument tout perdu. Et malgré les efforts de la gendarmerie et de la police et de l'agence, on n'a absolument pas réussi à récupérer les données puisque l'état du système d'information ne le permettait pas. Et je vous parle de cet événement parce que ce mode opératoire qui a été utilisé sur l'établissement public de santé de Lomagne, on l'a retrouvé en Île-de-France contre un centre de dialyse pour enfants. Voilà. Donc c'est la réalité. Aujourd'hui, on a affaire à des criminels qui attaquent tout type de structure, même des structures de santé, et même des structures de dialyse pour enfants. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui avec ces profils.
C'est malheureusement un exemple parmi tant d'autres. Le secteur de la recherche est particulièrement touché. Les entreprises, on a quelques cas malheureusement dans la région, dont certains qui ont fait les gros titres des journaux. Je pense à nos amis de Pierre Fabre, hein, pour lesquels l'agence est intervenue en soutien des prestataires qui sont là pour faire la remédiation. Là aussi, quelque chose d'important. L'agence l'ANSSI intervient sur l'interministériel, les opérateurs d'importance vitale et quelques cas particuliers sur saisine spéciale ou autres hors périmètre. Les forces de sécurité, police et gendarmerie, sont là pour l'investigation, mais pour la remédiation et réparer les systèmes, il faut faire appel à des prestataires spécialisés et labellisés. On en parlera en fin de cet échange. Donc, les collectivités territoriales également, qui sont sur la deuxième marche du podium des victimes, avec près de 30% des collectivités territoriales qui ont été touchées par des rançons logicielles. Les FOVI, alors moi je suis moins familier, puisque comme l'a expliqué Antoine, c'est les FOVI, donc les faux ordres de virement, ce sont des systèmes d'escroquerie qui utilisent les informations qu'on va trouver dans l'espace cyber pour monter des arnaques. Ce n'est pas exactement le cœur de métier de l'agence, mais on intervient quand même en soutien. Mais les FOVI, moi je suis étonné de la diversité des victimes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très grands groupes, on peut avoir des ETI, PME, TPE, mais j'ai eu 2 cas de start-up en fait, qui avaient fait des levées de fonds et qui, dans les 10 jours, ont vu arriver des arnaques extrêmement bien montées en faisant de virement. Donc on a affaire, là encore une fois, on en parlait tout à l'heure, à une cybercriminalité qui est particulièrement bien organisée, très bien renseignée et qui est à l'affût en fait des victimes. Je vous dis, une start-up de 4 personnes qui fait une montée de fonds, ben voilà, elle est sous les spotlights et elle est ciblée par ces cybercriminels. Donc tout le monde est concerné, absolument tout le monde est concerné par ces systèmes d'escroquerie, d'extorsion de fonds et de faux ordres de virement. Et ça, c'est une diversité qui m'avait vraiment beaucoup marqué lorsque on a commencé à traiter de plus en plus de cas. Et pour mémoire, cette crise sanitaire a aggravé la situation. Alors, ce n'était pas une crise cyber, c'était une crise sanitaire. Et on a vu une augmentation de 400% au début de la crise sanitaire des tentatives de phishing. Et au niveau des bénéficiaires de l'ANSSI, une augmentation par 4 du nombre de dossiers qu'on a eu à traiter en opération de cyberdéfense. C'est-à-dire on est passé de 50 à 200 en un an. Voilà. Prendre la suite sur le volet escroquerie aux faux ordres de virement international, c'est effectivement un phénomène massif qui concerne toutes les entreprises, qui est apparu au début des années 2010, qui depuis ne s'est pas arrêté, avec quand même une variante principale, c'est qu'au tout début, c'était les grands groupes nationaux du CAC 40 qui étaient ciblés par les escrocs pour récupérer de l'argent. Aujourd'hui, en raison d'une très forte sensibilisation, d'une augmentation des sécurités au niveau de ces grands groupes, les escrocs se sont adaptés et ciblent aujourd'hui n'importe quelle société, des très petites aux grandes entreprises, en passant par les moyennes. Évidemment, tout le monde est ciblé. Alors, pour vous donner une définition rapide d'une escroquerie aux faux ordres de virement, à quoi elle correspond, déjà tout simplement, la première des victimes, c'est une entreprise qui va être ciblée par des escrocs. Et les escrocs vont usurper une identité pour obtenir ou réaliser un virement bancaire qui est indu. Donc leur objectif dans tout ça, c'est de raconter une histoire avec un scénario bien rodé, trouver la bonne personne qui va être vulnérable dans une société, dans un service comptable notamment, ou au service finance. Ils vont cibler une personne particulière et ils vont faire leur maximum pour lui raconter une histoire qui va la convaincre d'aller faire un virement ou d'opérer des changements au niveau bancaire, par exemple sur des RIB.
À l'issue, qu'est-ce que c'est? C'est un virement qui part sur un compte qui n'est pas celui que la personne pensait être le bon et la société qui perd son argent. Pour mettre à bien donc, leur mission, ils s'appuient sur plusieurs leviers, les escrocs. Le premier, c'est un gros travail de prise de renseignements sur les sociétés. C'est-à-dire que pour commettre une escroquerie, il faut avoir un scénario, il faut que ce scénario il soit fiable, que la personne y croit. Donc, quels sont leurs leviers? C'est d'abord se renseigner sur une société. Se renseigner, c'est tout simple. C'est déjà aller sur Internet, regarder si la société a un site Internet, si on a accès à des organigrammes, tout simplement récupérer le CABIS, aujourd'hui on a accès aux comptes annuels, on peut récupérer les bilans sans difficulté sur tous les sites en source ouverte qui le permettent. Et à partir de ces éléments-là, ils vont étudier la société, comprendre comment elle fonctionne, qui est à la tête de quel service. Et derrière, ils vont arriver sur une phase, on va dire, d'attaque sur cette société. Alors ça peut être par téléphone, ça peut être par mail. Cibler une personne à risque, lui faire croire qu'elle va réaliser quelque chose de très important et la manipuler psychologiquement pour obtenir le virement qu'il souhaite. Et à partir de là, on a plusieurs scénarios qui vont se décliner. La seule chose qui différencie une attaque de l'autre, ça va être l'histoire qui va être racontée. Alors aujourd'hui, on a différents scénarios qui ont été isolés puisqu'on les retrouve de manière assez régulière maintenant depuis une dizaine d'années. D'où l'objectif de sensibiliser les entreprises pour qu'elles prennent conscience du risque et qu'à un instant, s'ils sont contactés de manière atypique par quelqu'un, elles se posent la question de est-ce que ça n'est pas un escroc? Alors la toute première qui est apparue en 2010, c'était la fraude au président. Ce que je vais expliquer derrière peut paraître grotesque, mais il faut avoir à l'esprit que vous avez affaire à des escrocs qui sont des professionnels, qui passent leur journée à faire ça. Ce sont quasiment des acteurs et ils ont un pouvoir de persuasion extrêmement important. Dans le cadre de la fraude au président, c'est tout simplement un escroc qui va se faire passer pour un avocat, pour un notaire ou tout simplement pour le président de la société qui est absent en ce moment et qui va contacter son service comptable en disant « Bonjour, je suis monsieur Untel, avocat de la société, je travaille pour tel grand cabinet d'avocats international. Votre directeur général m'a demandé, dans le cadre d'une fusion-acquisition extrêmement confidentielle avec une société en Chine ou ailleurs, de vous contacter car nous avons besoin de vous pour faire un virement en urgence vers une société à l'étranger qui va nous permettre de faire une OPA sur une autre société étrangère. Surtout, vous n'en parlez pas, c'est très confidentiel et je compte sur vous. » Voilà, c'est le mode opératoire classique. Ils vont cibler une personne qu'ils ont identifiée dans le service comptable et ils vont lui demander de faire un virement avec une histoire qui paraît rocambolesque quand on le raconte comme ça, mais qui est réelle. Et le nombre de sociétés qui se sont fait avoir, du CAC 40 jusqu'à des PME, est énorme, tout simplement parce qu'ils manipulent l'esprit. Donc là, le virement part, et une fois qu'il est parti, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué puisque le pays de destination des fonds, la plupart du temps, n'est pas la France, même si ce n'est pas systématiquement le cas. Et donc là, évidemment, c'est difficile de recouvrir les fonds. Un deuxième mode opératoire qui est beaucoup plus insidieux, cette fois-ci, c'est la fraude au changement de coordonnées fournisseurs. Là, l'objectif des pirates, ça va être tout simplement de contacter une société en se faisant passer pour son fournisseur. Ils ont au préalable réussi à identifier par exemple des factures qui n'avaient pas été payées, qui n'avaient pas encore été réglées. Et ils vont expliquer donc, au service de la société que ces factures-là qui n'ont pas encore été réglées doivent l'être, mais sur un nouveau RIB, sur de nouvelles coordonnées bancaires. Donc ils vont transmettre de nouvelles coordonnées bancaires qui ne sont évidemment pas celles du vrai fournisseur, ce sont les coordonnées des escrocs. Là, la société victime va changer les coordonnées fournisseurs donc au niveau bancaire, et puis ils vont payer une facture, 2 factures, 3 factures, 4 factures, jusqu'à ce que le véritable fournisseur se rende compte qu'il n'est toujours pas payé et sonne l'alarme. Et c'est là, en général, que tout s'effondre, que la société victime qui fait des virements depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur un compte frauduleux, prend conscience qu'elle a été victime d'une escroquerie. Tout simplement, souvent les sociétés ont le sentiment ou l'impression qu'on leur a piraté leur système d'information, que des informations ont été récupérées par le biais d'une cyberattaque, ce qui est possible, évidemment. Une attaque sur les systèmes d'information d'une société peut permettre de récupérer des informations importantes sur les fournisseurs, sur les factures à payer, évidemment. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est surtout que ces informations-là, elles n'ont pas été obtenues par le biais d'une cyberattaque, mais
tout simplement par le biais de contacts téléphoniques avec la société victime ou avec le fournisseur, parfois ça arrive aussi. Ils se font passer pour l'expert comptable de la société victime ou pour le commissaire aux comptes pour récupérer des informations qui vont leur servir derrière. Donc là encore, l'objectif, c'est de vous rappeler que oui, on peut être victime aussi d'une cyberattaque pour récupérer ces informations, mais ces informations, elles peuvent être obtenues en direct, d'où l'importance aussi de veiller à ce qu'on dit au téléphone, à qui on le dit. Est-ce que c'est vraiment la personne qui dit nous appeler, est-ce que c'est bien elle, ou est-ce que c'est une autre personne qui essaie de nous escroquer? Alors la dernière, l'escroquerie au faux ministre. Alors là, vous avez une vraie photo de la vraie escroquerie commise au préjudice d'un certain nombre de sociétés françaises, mais également au niveau international, en se faisant passer pour Monsieur Le Drian, à l'époque, qui était ministre de la Défense. L'escroquerie au faux Le Drian, comme on l'a appelé, c'est une escroquerie au faux ministre. Tout simplement, les escrocs ont appelé leurs victimes en se faisant passer cette fois-ci le scénario pour le ministre de la Défense, M. Le Drian, en leur racontant là encore une histoire rocambolesque. Vous voyez, là on a une photo, on voit tout de suite que ça n'est pas M. Le Drian, mais par des mécanismes de manipulation, expliquant aux victimes qu'on passe par Skype, que l'image n'est pas de très bonne qualité. Bon, finalement, les victimes, en voyant ça, ont vraiment l'impression d'être face à Monsieur Le Drian. Là encore, les escrocs arrivent à les convaincre de faire un virement vers le compte d'une autre société, alors toujours pour des motifs qui peuvent être différents. Ça peut être pour libérer des otages, ça peut être pour lutter contre le terrorisme international. Voilà, l'histoire est encore une fois différente. Mais c'est pour vous montrer à travers cette photographie que là encore, ça paraît complètement idiot, rocambolesque. Premier réflexe, c'est comment on peut se faire avoir par des choses aussi futiles. Mais en fait, c'est parce qu'on a affaire à des professionnels. Et c'est ce qu'il faut avoir en tête. Je prends la suite sur la fraude aux faux techniciens, parce que là, on est directement impacté, nous, banquiers, puisqu'il y a une usurpation d'identité de nos services, de nos plateformes techniques. Donc il y a deux cas de figure, hein, comme l'a évoqué le commissaire Dufour. Vous pouvez avoir, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs histoires. Ça, c'est une nouvelle histoire. Malheureusement, elle est pratiquée très fréquemment. Le faux technicien, ça peut être le faux technicien informatique, mais aussi donc le faux technicien bancaire. Moi, je vais insister sur le faux technicien bancaire, évidemment. En fait, les fraudeurs s'appuient sur des évolutions réglementaires. On a vu apparaître ce type de fraude, notamment à la migration SEPA, donc en 2013. Il s'appuie également sur toute nouvelle réglementation. Récemment, on a eu la directive des services de paiement dans sa deuxième version. Donc, ils se sont aussi appuyés sur ces évolutions réglementaires, mais pas que. Donc, en fait, concrètement, l'histoire, c'est ça. On appelle toujours une personne qui a été identifiée, isolée dans un département comptable et financier de l'entreprise. Et puis, voilà, on lui dit qu'il y a un problème sur le site de banque à distance, qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a un incident. Et ainsi, on va petit à petit, par un discours qui est là aussi très rodé et qui permet en fait de récupérer, il n'y a plus grand-chose de cyber dans l'histoire, de récupérer des identifiants, puis un mot de passe pour pouvoir en fait entrer en lieu et place de la comptable ou du comptable pour pouvoir en fait faire réaliser des opérations, vérifier, rassurer et isoler cette personne et l'amener en fait à modifier concrètement, modifier des RIB, créer des nouveaux bénéficiaires et puis sous le prétexte de test, eh bien, faire réaliser ces virements qui, une fois partis, sont irrévocables. Donc juste aussi pour moi l'occasion de vous rappeler qu'il ne peut jamais y avoir d'appel entrant chez vous de la part d'une plateforme bancaire, de la part de votre chargé d'affaires entreprise. Il ne peut jamais y avoir un appel entrant pour vous dire qu'il y a un dysfonctionnement, pour vous demander votre identifiant, votre mot de passe, ou vous amener à faire de quelconques tests en modifiant des coordonnées bancaires de vos fournisseurs, par exemple, ou créer de nouveaux bénéficiaires. C'est tout à fait impossible. Alors, c'est bien de le rappeler, ça peut paraître effectivement rocambolesque. Il ne faut pas imaginer que effectivement on est à l'abri de ce type de scénario. En réalité, le pouvoir de persuasion des fraudeurs est juste énorme.
On va passer à un exemple concret qui est en fait un audio que nous a fourni le commissaire sur une fraude. Concrètement, un audio sur une fraude au président, une fraude aux coordonnées fournisseurs. Voilà, on va pouvoir diffuser cet audio si vous le voulez bien. Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. S'il vous plaît. Oui, je suis au téléphone. Oui, bonjour. Vous êtes madame... Ouais, c'est ça. Oui, bonjour. Monsieur... Comment allez-vous? Société... Très bien, merci. Comment je peux vous aider? Bon, alors dites-moi, vous avez reçu un ordre de paiement de 886 000 €, c'est ça? Je ne sais pas pour quel fournisseur, c'est ça, les paiements? Oui, pour Hong Kong, oui. 886 270 €, c'est ça? Vous l'avez reçu de la part de Marc. Ah, attends, il faut que je les cherche de la Virte France, vous me dites? Un moment, s'il vous plaît. Voilà. La société s'appelle... Ah oui, d'accord, je l'ai trouvé. Oui, il est arrivé hier, mais c'est possible que vous m'envoyiez encore des coordonnées comme téléphone, email et des choses comme ça. Oui. Alors justement, comme c'est un paiement exceptionnel, d'accord? Ouais. Donc les papiers vont arriver demain ou après-demain. Ouais. Donc vous le faites partir quoi qu'il arrive, c'est très urgent et vous recevrez donc les documents adéquats d'ici 48 heures, d'accord? Parce que c'est un paiement très important et c'est une société dans laquelle nous sommes sur une élaboration de marché international. Ok. Et j'ai pas compris ça. À quelle heure je recevoir les coordonnées, pardon? Vous recevez ça normalement demain, toutes les coordonnées, etc. Hein, je m'en occupe personnellement. Ok, d'accord. Ok, Ouais, d'accord. Je peux vous donner mon adresse email, comme ça vous pouvez m'envoyer. Oui, on a tout ça déjà, ne vous inquiétez pas, madame. Ah, vous avez déjà ça. Ah, ok, d'accord. On a tout ça. Donc très important, vous le faire partir immédiatement, le virement. Ok, d'accord. Vous envoyez l'email à madame Rey, comme quoi que vous avez bien fait partir le virement, d'accord? Ok, d'accord. Je compte sur vous, faites-le partir tout de suite, c'est très important. Ok, d'accord. Voilà. Je vous remercie. De rien. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Donc un petit bilan sur ce que vous venez d'entendre, hein, qui est une situation réelle d'une escroquerie aux faiseurs de virements. Simplement pour vous dire, vous voyez, les escrocs sont des professionnels. Au moindre doute de leur victime, ils prennent un ton tout de suite un peu plus agressif, en lui mettant une forme de pression tout de suite pour la rappeler à l'ordre et lui dire qu'ils ont envie qu'elle fasse un virement et qu'elle n'a pas douté de leur démarche. Vous voyez, c'est des professionnels et ils utilisent, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, de véritables moyens pour manipuler les gens psychologiquement pour arriver à leur fin. Merci beaucoup. On a donc vu un peu l'état des lieux de la fraude. Quelles sont les stratégies de prévention et de protection qu'on peut mettre en place? Rémi? Déjà, prendre conscience du phénomène. En tant que chef d'entreprise, il est important de prendre conscience et de mettre son entreprise en état de sécurité cyber, c'est-à-dire de sécurité vis-à-vis de ce risque. Ça commence, c'est absolument pas sur la partie cybersécurité informatique, c'est tout sauf une problématique de geek. Voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais vraiment, sur lequel je voudrais insister. C'est pas un problème de firewall, c'est pas un problème de configuration logique, informatique. Ça en fait partie. Il y a bien entendu quelque chose sur une thématique technique, bien entendu, dans la partie lutte contre les actions cybercriminelles. Mais c'est avant tout un changement d'état d'esprit de la part du dirigeant qui doit insuffler cet état d'esprit de lutte auprès de ses salariés, de ses collaborateurs. Alors, le jour où ça arrive,
on est un peu perdu. Potentiellement, on n'a plus son système d'information. Donc il est important d'avoir écrit, de s'être posé déjà pour faire une analyse de risque, savoir ce qu'on avait de précieux dans l'entreprise, et puis de mettre en place des procédures, et puis de suivre, je pense sur la partie virement, des procédures de rappel potentiellement. Quand on a un fournisseur qui demande de changer un RIB, il est quand même intéressant de raccrocher et de rappeler ce fournisseur. Et le double appel, ça reste quand même assez imparable dans cette dynamique. Donc, penser en fait à mettre en place des protocoles, des procédures, à ne pas en déroger, voilà, puisque, comme l'a expliqué le commissaire Dufour, on insiste particulièrement sur la vulnérabilité psychologique des victimes. Elles sont manipulées comme ça. On les met dans une situation de vulnérabilité pour pouvoir les escroquer. Sensibiliser les collaborateurs, hein, je viens d'en parler, et le commissaire Dufour l'a rappelé. La sensibilisation, c'est en plus de ça sur des populations qui ne sont pas habituées en fait, et qui ne sont pas touchées par le risque cyber. D'habitude, le risque cyber, il est traité par la direction informatique, par justement des aspects technologues qui sont dépassés aujourd'hui. Il faut aller beaucoup plus loin, et les premiers personnes à sensibiliser, pour moi, ce sont les DAF, hein, la partie administrative et financière. Assurer aussi une veille, et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est s'informer, savoir que ça existe. Et je vais dire que ce soir, nos auditeurs ont des devoirs pas de vacances, mais des devoirs à faire. C'est mettre en place sur un papier ces procédures et se tenir au courant de ces escroqueries. Les informations qui sont en votre possession. Et un commissaire en parlait, c'est ce qu'on appelle l'OSINT, c'est la récupération d'informations ouvertes. Malheureusement, il faut les contrôler. On ne raconte pas toute sa vie sur les réseaux sociaux. On est assez prudent sur ce qu'on écrit sur LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est une source absolument phénoménale et très très intéressante pour reconstituer des schémas d'entreprise. Et il est important de garder la main sur ces informations aussi. On ne communique pas à tout va sur cet espace numérique. Faire preuve de bon sens. Quand on est appelé le vendredi à 17h pour effectuer un virement en catastrophe et que par le président de l'entreprise et qu'on n'a pas l'habitude de l'avoir habituellement, bon, il y a aussi peut-être des signaux qui font que il faut rester en éveil. Quand on a un changement de RIB d'une société qui est en France et qui part dans les pays de l'Est ou encore mieux en Asie du Sud-Est, là aussi, quelque part, faire preuve de bon sens et se dire que c'est quand même un peu curieux. Les vérifications, hein, j'en ai parlé, le double appel, refaire un contre-appel vis-à-vis d'une procédure qu'on nous a demandé de faire. Bien entendu, veiller à la sécurité des accès. Peut-être, Élodie, si tu veux dire un mot à ce sujet. Oui, alors, c'est vrai que ce que je voudrais rajouter, c'est que au-delà en fait, de tout ce qu'on peut mettre en œuvre, que ce soit dans la sécurisation des systèmes d'information, la cartographie des risques, dans des procédures de contrôle interne aussi, et de double signature, de validation, voilà, tout ce qu'on s'est dit en fait. En fait, il y a deux notions en fait, sur lesquelles j'aimerais insister, qu'il faut garder, c'est cette capacité d'étonnement. Souvent, dans les dépôts de plainte, j'ai eu une lueur. Tout d'un coup, je me suis éveillée, je me suis dit, ce scénario n'est pas plausible quand des personnes arrivent à déjouer les fraudes. Ou alors, une fois rentrée chez elles, une fois le virement effectué, je me suis dit qu'il y avait un problème, il y a un couac. Donc, c'est cette capacité d'étonnement qu'il faut
éveillés et gardés dans les équipes comptables et financières. Et puis, on l'évoquait, l'urgence. Moi, souvent, je constate que c'est les vendredis après-midi, effectivement, que je suis appelée pour des demandes de retour de fonds ou pire encore, pendant les vacances, les ponts, voilà, les ponts, c'est terrible. Donc, c'est le temps. La deuxième notion, c'est le temps de la réflexion. Voilà, capacité d'étonnement, temps de la réflexion. L'urgence, ça doit vous alerter. Et en fait, c'est important parce qu'on voit qu'il y a de la cybercriminalité, mais que souvent, c'est plus du tout cyber. Hein, c'est ce qui a été évoqué également. Et le dernier point, c'est seulement à ce moment-là en fait, qu'on parle de sécuriser les installations informatiques. Tous les autres points, c'était de l'éveil, de la mise en éveil, être attentif. Mais bien entendu, on ne peut pas construire sur du sable. Il est important d'avoir des systèmes d'information qui soient en bon état. Et en bon état, ça veut dire qu'on effectue des opérations de maintien en conditions de sécurité. Donc il y a deux choses. Il y a le maintien en conditions opérationnelles, il faut que ça fonctionne. Mais il y a aussi le maintien en conditions de sécurité. Ça veut dire qu'on applique des patchs. Ça veut dire qu'on met à jour. Ça veut dire qu'on vérifie que ces systèmes d'information sont bien protégés. Mais ça, on ne le fait pas tout seul. Quand on lutte contre l'incendie, on ne fabrique pas soi-même les extincteurs et on ne va pas chez Castorama acheter du tuyau pour faire des sprinklers. Et ben, c'est la même chose en cybersécurité. On se fait accompagner par des professionnels de la sécurité. Il y a des labels pour ça. cybermalveillance.gouv.fr a édité un label qui s'appelle Expert Cyber. Et je vous conseille en fait d'aller sur le site cybermalveillance.gouv.fr pour être en contact avec ces personnels-là. Et puis l'ANSSI, sur des opérations plus importantes pour les grands groupes, pour les OIV, a aussi des qualifications comme les prestataires d'audit en sécurité et système d'information, les PASI, les auditeurs PASI, qui peuvent vous aider à durcir et à faire un bilan aussi de vos systèmes d'information, la sécurité de vos systèmes d'information. Alors les signaux d'alerte, vous les avez entendus tout à l'heure dans l'exemple vocal, mais ce qui doit alerter, ce qui doit un peu sortir les gens de leur zone de confort et les alerter, c'est quand on passe sur quelque chose qui est inhabituel et ne pas dire que tout ça est normal. Quand on parle de virement international non planifié, de changer les coordonnées bancaires, tout cela, ça doit alerter évidemment la personne, le salarié qui est directement contacté par les escrocs. Évidemment, ça doit allumer une petite lumière et de se dire, est-ce que je dois faire ce qu'on me demande ? La deuxième chose, c'est la plupart du temps, les escrocs vont essayer d'isoler leurs victimes, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que cette personne-là ne parle à personne des actions qu'elle va réaliser pour les escrocs. Donc ils vont la mettre en confiance, ils vont lui dire surtout vous n'en parlez pas aux autres, on vous en parle à vous parce qu'on vous fait confiance, on sait que vous êtes capable de faire ça pour le bien de la société, et ils vont la mettre en confiance et faire le maximum pour qu'elle n'en parle pas aux autres. Donc là encore, essayer d'en parler à son supérieur hiérarchique, son collègue de bureau, c'est tout de suite un moyen de mettre plusieurs personnes dans la boucle, et c'est là que ça se complique pour les escrocs. Dès lors qu'il y a plusieurs intervenants, il y en a forcément un parmi le lot qui va percuter, qui va se rendre compte qu'ils ont affaire à une escroquerie. Évidemment, seul face aux escrocs, c'est beaucoup plus compliqué. Pour le reste, après, voilà, c'est effectivement du bon sens. C'est ne pas hésiter à faire les contre-appels qui ont été évoqués quand une société, un fournisseur demande à ce qu'on change ses coordonnées bancaires. Évidemment, on fait un contre-appel à cette société. Et deuxième, évidemment, on appelle le numéro qu'on connaît, un numéro qu'on a dans nos bases de données qui est répertorié. Et vaut mieux passer par l'accueil de la société et demander le service compétent que de rappeler le numéro qui aura été fourni par email par les escrocs. Parce que c'est là où aussi ils sont malins, c'est qu'on a des protocoles internes qui sont mis en place dans les sociétés pour éviter ce genre d'accident, ce genre d'incident. Mais si une société, la personne pense à faire un contre-appel, les escrocs ont trouvé la parade. Ils mettent le numéro de la société fournisseur usurpé, ils mettent le numéro dans le mail qu'ils envoient. Et le premier réflexe de la personne victime va être d'appeler ce numéro-là, alors que ça n'est pas le bon. Donc là encore, prendre du recul, appeler un numéro qu'on connaît, il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire dans la minute. Un virement, de toute façon, qui ne soit pas exécuté dans l'heure ou dans la demi-journée, je pense qu'on n'est pas sur une situation vitale. Et il faut prendre ce recul-là qui est nécessaire. Alors comment réagir ? Là, on va le faire en binôme, à la fois le bancaire et le policier.
Alors, si malgré tout, ce qui a été évoqué, donc la prévention, pour mieux vous aider à détecter, eh bien, comment réagir s'il y a une tentative de fraude, parce qu'on va en parler aussi, il faut que vous nous remontiez les tentatives de fraude ou, dans le pire des cas, si la fraude est avérée. Alors, la réactivité, elle est déterminante. Suivant les typologies de fraude, eh bien, cette réactivité est possible en réalité. Où, la fraude au président, par exemple, c'est assez rapidement que les entreprises ont compris qu'elles ont été fraudées. La fraude aux techniciens bancaires aussi. Ce qui est beaucoup plus pernicieux, c'est la fraude aux coordonnées fournisseurs, et on l'a évoqué tout à l'heure, puisqu'en réalité, ce qui va permettre de détecter la fraude, c'est le non-règlement du bon fournisseur. Mais en fait, la réactivité, elle est déterminante. Pourquoi ? Dans un premier temps, on va dire dans l'urgence absolue, vous commencez par appeler votre chargé d'affaires de votre banque. Vous appelez votre banque pour initier un recall, une tentative de rappel des fonds, parce que je vous rappelle qu'un virement par nature est irrévocable et que toute demande de retour de fonds est normalement soumise à l'accord du bénéficiaire. Donc le fraudeur sera assez peu enclin à valider un retour de fonds. Et pour pouvoir, nous, en interbancarité, justifier de cette demande de recall pour fraude, eh bien, c'est là où je me tourne vers le commissaire Dufour, c'est qu'on a besoin du dépôt de plainte. Donc c'est vrai que immédiatement, quand vous avez ce sentiment d'avoir été victime d'une fraude, vous appelez, et même si aucun virement n'est passé, bien entendu, vous appelez votre banque et nous allons déjà couper les tuyaux, on va dire, de la communication bancaire, c'est-à-dire pouvoir neutraliser les identifiants mots de passe du comptable, de la comptable qui a fait l'objet donc de la pression et de la fraude. Nous allons initier une demande de recall de retour de fonds. On évoquait les fraudes au virement international. On a quand même beaucoup de fraudes désormais vers des IBAN français. Donc là aussi, c'est moins détectable, c'est moins évident. Donc, initier pour nous ce retour de fonds. Quand c'est à l'international, faire jouer aussi en local nos bureaux de représentation. Mais surtout, voilà, première étape, le banquier. Et puis, immédiatement après, la police judiciaire. Donc la police, y a une urgence effectivement au niveau des fonds, puisque plus le temps passe, plus la possibilité de récupérer les fonds se dissipe. Donc c'est pour ça qu'il y a une réelle urgence à intervenir, contacter les services de police, de police ou de gendarmerie évidemment, contacter des services spécialisés, puisque dès qu'on part sur ce type de virement à l'international, on part sur des compétences d'enquête qui sont particulières. Et nous contacter. Pourquoi ? Parce que nous, avant même un dépôt de plainte, on va être en capacité déjà rapidement d'activer nos relais nationaux, internationaux, que ce soit Tracfin au niveau coopération bancaire, mais également la coopération policière internationale pour essayer de faire le maximum pour récupérer ces fonds en urgence. Évidemment, on n'a pas les mêmes leviers si on est avisé 2 jours ou 1 jour après le virement qui est parti que 2 semaines après. 2 semaines après, les possibilités de récupérer les fonds sont évidemment beaucoup plus difficiles. Et notre mission en urgence, c'est de sécuriser ces fonds, d'essayer de les rapatrier. Donc plus le temps passe, plus on aura de difficultés pour les récupérer. Comme ça a été évoqué, aujourd'hui, les fonds peuvent partir sur un compte français. Mais l'objectif des escrocs, c'est de récupérer cet argent le plus loin possible pour qu'on ne puisse pas le reprendre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Si c'est un compte de rebond français, ils vont l'envoyer à l'étranger. Ou alors, tout simplement, dès le départ, le virement va partir vers un compte étranger, donc souvent de l'Union européenne. Et une fois que l'argent est sur ce compte étranger, il va retransiter vers de nouveaux comptes de rebond et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils disparaissent, alors parfois sur des comptes en Asie. Et plus on a de comptes qui vont apparaître de virements successifs, plus le travail de police va être difficile. D'où l'intérêt d'être avisé le plus vite possible, puisque plus on intervient tôt, plus on a de chances de récupérer les fonds, et plus on peut essayer de remonter rapidement le circuit des virements. Ça, c'est une intervention rapide. Évidemment, cette intervention, elle est à doubler d'un dépôt de plainte rapidement. Sur des sociétés avec des préjudices importants, évidemment, on part sur des plaintes auprès de services spécialisés. Mais le dépôt de plainte est effectivement primordial. Alors, pourquoi déposer plainte ? Ça cheval sur les 2 volets, que ce soit sur l'escroquerie ou sur le volet cyberattaque. Déposer plainte, c'est faire prendre connaissance déjà aux services de police et à la justice que vous avez été victime.
être victime, ça permet aussi de faire réparer son préjudice, mais c'est surtout communiquer des informations qui vont permettre, des indices qui vont permettre de remonter vers les criminels qui sont derrière l'attaque, que ce soit une escroquerie ou une cyberattaque. Le criminel va laisser des traces et notre objectif à nous, police judiciaire, c'est de remonter ces traces pour identifier l'auteur, le ou les auteurs, savoir où ils sont et essayer justement de les identifier et de faire le maximum pour les trouver. Donc le dépôt de plainte, pour revenir rapidement dessus, sur les circonstances, alors ça ne doit pas être bloquant hein, évidemment, mais il faut que la personne qui dépose plainte pour le compte de sa société soit habilitée à la représenter, avoir un cabis, c'est mieux. Voilà, tout ça, évidemment, c'est du théorique. Si ces éléments-là ne peuvent pas être réunis en urgence, le dépôt de plainte pourra quand même être pris. C'est ce que j'ai envie de dire aussi, que les gens ne se disent pas « il me manque tel pouvoir pour déposer plainte, donc je ne vais pas déposer plainte ». Au pire, le dépôt de plainte peut être fait plus tard. L'essentiel, c'est au moins de communiquer à un service de police, dans le cadre d'une audition, l'ensemble des éléments qui vont permettre de remonter la trace en urgence des escrocs ou du cyberattaquant. Et pour nous, par le biais de l'IBAN, en fait, du bénéficiaire des fonds, c'est vrai que nous allons pouvoir aussi intervenir pour bloquer ces IBAN. Et puis, de la même façon, vous allez pouvoir intervenir, puisqu'en fait, c'est une trace quand même importante qu'ils laissent avec leurs coordonnées bancaires. Alors, ce qui nous intéresse pour l'enquête, c'est des éléments très concrets. C'est sur une escroquerie, évidemment, l'IBAN va être primordial parce que c'est le point de destination des fonds, donc le premier point sur lequel on va travailler pour essayer de les récupérer. Mais après, il y a d'autres éléments. Ça va être s'il y a des échanges de mails, l'adresse IP qui a servi à transmettre l'email. Donc, quelle est l'adresse IP de l'escroc? Si c'est un numéro de téléphone, là encore, transmettre le numéro pour que nous, on puisse remonter. Je reviens après à ce qui a été évoqué au début de la présentation. Vous êtes face à une cybercriminalité qui est organisée, qui est internationale. Évidemment, l'escroc ne va pas appeler que son numéro de téléphone personnel. Il va courir ses traces. Il va avoir recours à des plateformes de communication par Internet qui vont lui permettre de brouiller et de rendre difficile de remonter sa trace au niveau téléphonie. Voilà, donc tous ces leviers-là sont utilisés. Et dans le cadre, par exemple, des rançongiciels, l'autre levier qui est utilisé, c'est le paiement en Bitcoin. Là, ça sera pas en tout cas en crypto-monnaie, mais ça ne sera pas un compte bancaire qu'on va devoir remonter, ça sera de la crypto-monnaie. Là encore, c'est déjà difficile parfois de remonter les flux bancaires au niveau international. Alors au niveau des crypto-monnaies, là, on s'oppose même au sens même de ce type de ce type de monnaie. Donc voilà, il faut avoir en tête que ça reste compliqué, d'où l'urgence d'intervenir très rapidement. Mais ça se fait sur les crypto-monnaies et les services de police et de gendarmerie font des saisies en crypto-monnaie, en bitcoin. Donc bien entendu, encore une fois, on a affaire à une délinquance astucieuse qui est particulièrement au fait des nouvelles technologies et des capacités, tu le rappelais Antoine, d'utiliser des moyens pour couvrir leurs traces, pour cacher leur numéro de téléphone, mais aussi pour utiliser les dernières technologies pour la partie blanchiment d'argent. Juste pour conclure quand même là-dessus, déposer plainte, quel que soit le cadre. Alors pour l'escroquerie, évidemment, ça va être évident. Quand on est victime de plusieurs milliers d'euros, les gens vont le faire. Et même pour les tentatives, parce que ça nous donne des informations aussi pour pouvoir prévenir d'autres fraudes. Ouais, absolument. Et les rançongiciels, on en a parlé au fil de l'eau. La plainte, il faut la faire également, même si on a payé, même si les services de l'État conseillent de ne pas payer, il faut déposer plainte avec les éléments. Ça permet de rapprocher des auteurs d'une attaque avec ceux d'une autre attaque, qui sont parfois les mêmes. Une victime il peut y avoir plusieurs victimes d'un même groupe. Donc déposer plainte, ça permet de faire ces rapprochements-là entre différentes attaques. Vous trouverez beaucoup de ressources sur le site internet de l'ANSSI, ssi.gouv.fr, notamment sur la partie rançongiciel. Cette menace étant tellement préoccupante que en septembre l'année dernière, l'agence a édité un guide justement pour lutter contre ces rançongiciels. D'une part, pour se préparer, se prémunir du risque, et puis dans un deuxième temps, malheureusement, si on est victime, comment agir et réagir de manière efficace. La première des mesures concernant les rançongiciels, on va être dans un état dans lequel on a perdu son système d'information,
on n'a plus nos informations, le premier réflexe, en fait, c'est d'effectuer des sauvegardes, et des sauvegardes qui soient débranchées, déconnectées du système d'information, puisqu'en fait, on arrive aujourd'hui à une sophistication des virus rançongiciels qui sont tellement performants qu'ils arrivent à identifier les serveurs de sauvegarde et à crypter ces sauvegardes. Donc avoir sur un disque dur amovible, déconnecté du réseau, les informations vitales de l'entreprise, c'est bien entendu la règle numéro 1. Je vous laisserai parcourir ce guide et sachez que les services de l'État, sous toutes ses formes, sous toutes leurs formes, sont là pour vous accompagner aux côtés des acteurs du quotidien que sont les banques également. Merci beaucoup. En complément de l'adresse email, des points de contact, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone il sera communiqué. Il sera communiqué. Une petite question. Après une cyberattaque, quelles sont les méthodes utilisées pour effectuer une nouvelle fraude? Est-ce qu'il y a des redondances ou d'autres scénarios qui se mettent dans d'autres scénarios? Alors, si on n'a pas appris de ces erreurs, je vais dire, il n'y a strictement aucune nouveauté, ça va recommencer en fait. Donc si, le commissaire Dufour là, il a bien expliqué, on a des attaques qui sont à viser du système d'information, c'est-à-dire qu'on va attaquer le système d'information. D'autres attaques où on utilise le système d'information pour porter préjudice à l'entreprise en collectant des informations, soit en OSINT, soit sur les réseaux sociaux, soit en pénétrant le système pour récupérer l'information. Mais dans les deux cas, si on n'a pas appris de ses erreurs et si on n'a pas durci son système d'information, malheureusement, la foudre tombera toujours au même endroit. Donc, apprendre de ses erreurs et faire du rétex, qui est une des opérations très importantes suite à une attaque cyber, quelle qu'elle soit. Une petite précision pour le volet escroquerie. Alors, ça arrive d'avoir quelquefois ce cas-là. Une fois que la victime a pris conscience qu'elle était donc victime d'une escroquerie, les escrocs la recontactent pour se faire passer parfois pour un avocat spécialiste en recouvrement de fonds à l'étranger, donc moyennant le paiement de quelques euros, hein, c'est souvent 3 000 ou 4 000 euros, ça passe inaperçu, mais ça permet à l'escroc de reprendre 3 000 euros dans sa poche, et il se présente comme un spécialiste pour aider à recouvrer les fonds à l'étranger. Merci. Une autre question. Quelles informations ne surtout pas communiquer sur les réseaux sociaux? Alors, il faut trouver le bon équilibre entre la communication externe d'une société et le besoin réel de communiquer. Est-ce que transmettre des organigrammes sur Internet avec toute la structure de la société, jusque dans un détail qui va trop loin, hein, sur la structure du service comptable ou autre, est-ce que c'est opportun? La réponse pour moi est non. Évidemment, alors après chacun communique en personnel, hein, sur LinkedIn, sur tous ces éléments-là, tous ces sites pour mettre en avant des profils professionnels pour le recrutement ou pour la communication. Bon, moins on en dit, mieux on se porte, mais non, ce qu'il faut proscrire, c'est le détail, c'est les organigrammes détaillés, les numéros de téléphone aussi qui vont trop loin sur les répertoires téléphoniques. Des présentations PowerPoint, parfois qu'on retrouve très facilement. Vous tapez PPT sur Google, vous trouvez que en fait, des sociétés mettent en source libre des PowerPoint internes avec presque les stratégies de l'entreprise sur certains vecteurs. Donc voilà, de faire attention à ce qu'on communique sur les sources ouvertes, et même parfois on pense que c'est uniquement interne à l'entreprise et ça ne l'est pas. Et puis être discret sur les opérations en cours aussi. C'est bien de promouvoir son entreprise sur des actions qu'elle mène, sur des contrats, des choses comme ça, mais point trop d'infos. Voilà. Un exemple concret peut-être là-dessus, juste pour reboucler, une société du BTP qui a obtenu un marché public avec une collectivité publique qui donc a publié sur son site internet l'ensemble du marché obtenu, à quoi il correspondait, le montant, ainsi de suite. Ni une ni deux, les escrocs, par leur veille internet, se sont rendus compte de ça. Ils ont contacté la collectivité publique au niveau du comptable public et ils ont indiqué qu'il fallait changer les coordonnées fournisseurs donc, de cette société du BTP. Et la collectivité publique s'est fait escroquer de plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors, de mémoire, je crois que c'est une petite commune, donc ça restait quand même relativement important. Donc effectivement, d'être vigilant sur ces aspects-là.
Merci. Deux autres petites questions. En dehors de la fraude au président et au virement, y a-t-il des nouveaux scénarios qui apparaissent? Sur purement de la fraude au virement, non. On voit des déclinaisons, mais on reste vraiment sur ces typologies. C'en est même assez étonnant puisque la fraude au président a plus de 10 ans. Donc on voit intervenir beaucoup plus de cabinets d'avocats, de cabinets de conseil, différents intervenants, mêler l'appel téléphonique à du mail avec des adresses mail qui sont légèrement modifiées en fait. Donc c'est plutôt un mélange de genres, on va dire, plutôt que réellement de nouvelles typologies de fraude, en tout cas pour la partie faux virement. Alors, il y a un volet cyclique aussi. On fait des interventions pour sensibiliser les sociétés. Donc, il y a une prise de conscience aussi. Donc, parfois, un scénario comme le président va plus marcher pendant un certain temps. Donc, les escrocs s'adaptent, ils changent leur histoire, ils vont raconter notre histoire. Le plus pernicieux aujourd'hui, ça reste quand même le volet fournisseur. On en a parlé avec le changement de coordonnées bancaires. Parce que là, entre le délai de prise de conscience de l'escroquerie et l'ensemble des virements qui vont être réalisés, là, il peut s'écouler plusieurs mois. C'est celui-là qui est le plus pernicieux aujourd'hui, mais c'est cyclique. On pensait que le président, on n'en aurait plus. Et paradoxalement, on en voit encore aujourd'hui. Des sociétés qui ont été victimes du président, on les retrouve quelques années après, elles se font avoir sur le changement de coordonnées fournisseurs. Voilà. C'est parce qu'on s'est fait avoir une fois qu'on ne se fera pas avoir une deuxième fois. D'où l'intérêt aussi d'avoir cette veille sur ces thématiques, de sensibiliser de manière régulière ses collaborateurs sur l'importance de sécuriser les virements et de respecter les process internes. On voit apparaître de nouveaux scénarios, là, alors qui ne sont pas sur l'aspect virement, mais qui sont sur la partie extorsion de fonds. C'est tout ce qui va concerner la conformité au RGPD. On vous appelle et puis on vous dit, écoutez, on était voir sur votre site internet, c'est pas conforme. Donc, soit vous payez tout de suite l'amende, parce qu'on se fait passer pour des forces de l'ordre, soit vous payez tout de suite l'amende, soit ça sera majoré, etc. Et bien entendu, c'est absolument faux. Il n'y a aucune démarche de ce type-là. Et ça, c'est des choses qu'on voit apparaître depuis quelques semaines, quelques mois. Et ça me donne l'occasion de parler d'un dernier détail, la partie RGPD. Quand on a un rançongiciel, en fait, très souvent, avant la phase de chiffrement, enfin de cryptage des informations, il y a une phase d'exfiltration d'informations et on vous vole des informations personnelles qui sont vendues au marché noir sur le dark web et qui peuvent aussi être utilisées pour renforcer le schéma d'extorsion de fonds en vous menaçant de publier, de rendre public ces données personnelles. Et donc là, vous tombez dans le coup du RGPD. Donc les escrocs ne manquent malheureusement pas d'imagination. Merci beaucoup. Élodie, peut-être, quelle est la probabilité de récupérer les fonds à l'international? Alors, tout va dépendre de la réactivité. C'est vraiment la clé. Malheureusement, il n'y a pas de règle. Je dirais qu'il faut se rendre compte dans l'heure ou dans les quelques heures qui suivent que l'on a été victime d'une fraude, pour qu'il y ait une possibilité, que l'on puisse imaginer qu'un recall va être possible. Enfin, le recall, lui, il est tenté, mais que le retour de fonds sera effectif. Tout dépend aussi de la destination. Et au niveau coopération internationale, il y a des destinations côté, enfin je ne vais pas parler pour vous, mais que l'on arrive à, entre guillemets, un peu mieux travailler parce qu'il y a un peu plus de coopération. Il ne faut pas penser que si le virement est un virement SEPA et que l'on reste en Europe, c'est si aisé que ça de récupérer les fonds. Bien sûr, en France, c'est probablement un virement qui part en France est un petit peu plus facile parce que nous allons pouvoir nous appeler banquier. La police va pouvoir aussi agir en local. On reste en franco-français, c'est parfois un petit peu plus facile, mais encore une fois, c'est cette réactivité de quelques heures qui permettra ce retour de fonds. Merci. Une dernière question. À qui signaler les tentatives de fraude FOVI? À la banque et à la police ou la gendarmerie, selon la zone de compétence, mais de toute façon, que ce soit en police ou en gendarmerie, c'est la même chose. C'est signalé au service de police pour qu'on puisse déclencher l'assistance et l'enquête, puisque vous l'avez compris, l'urgence pour nous, c'est récupérer vos fonds.
dans les délais qui nous sont impartis. Plus on est loin, plus c'est difficile et plus l'enquête va être compliquée derrière. Donc l'objectif, c'est récupérer les fonds en urgence. Le deuxième objectif, c'est de mener une enquête. C'est dérouler une enquête à l'international, contacter les services européens en coopération policière et judiciaire pour avoir ces éléments. Voilà. Et en cas de tentative, pour nous, c'est toujours nous enrichir aussi de tous les scénarios imaginés. Et puis avoir récupéré en cas de tentative, si en plus vous avez les coordonnées bancaires, effectivement, on va pouvoir aussi agir. Donc on compte aussi sur vous en cas de tentative pour nous remonter. Merci, il est à présent le temps de nous séparer. Merci à tous, Rémi, Élodie, Antoine. Sachez que vous recevrez en automatique le replay ainsi que le support de présentation que vous pouvez démultiplier à tout ce que compte comptable, direction financière, SI, tout ce que vous souhaitez. Plus vous en parlerez, plus vous serez protégé. Vos chargés d'affaires se tiennent aussi également à votre disposition pour des compléments d'information. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.